Eh bien voilà, bonjour la Guadeloupe, bonjour Marie-Galante, notre indépendance qui nouvelle azote. Les saints, terre de bas, terre de haut, ça va? Bien, on a pensé que faut ça continue à aller hein, dans temps de là, ça, avec les affaires Covid là, etc. Ça n'a pas toujours évident. Saint-Martin, un grand bonjour à Christian du côté de Saint-Martin. Désirade, bien, ça calé. Ah ben, comme on dit, Désirade, son petit paradis. On a pensé son sécurité, pas fait rien pour autres, pas frapper problème et que et virus là va continuer ben nous boyan c'est comme ça nous peut dire ça en tous les autres causes ma canal qui revient comme chaque semaine hein, ma canal musique agriculture et donc après-midi là nous avons des invités ni gens qui peut-être non tireta monsieur Tico de l'année alias Tico Girard de l'année grand restaurateur qui a porté bon manœuvre pour faire pays là avancer à travers les produits du terroir, à travers toutes les recettes des mamies, des aïeux qu'il a révisité sans cesse. Et on peut dire qu'il a fait un gros travail à niveau de ça. Donc au niveau de la culture, au niveau culinaire, il a porté bon manœuvre et bravo pour Michel à ça, en espérant qu'il peut étaler à rejoindre nous à notre petit moment. Sinon, on bonjour à Marilyn, hein, José, du côté de Beaumanoir, Irina, Mirella, Chantal, Marie-Alix, toutes ces gens-là, ça c'est des gens qui ont envoyé aussi des petits messages de temps en temps, si adresse mail à l'émission-là. Et donc, il a toujours demandé, voyez un petit coucou, un petit force bayo, et ça, hyper important. Alors, là, nous allons recevoir, on met à manière, comme on dit, on dit souvent que nous, en Guadeloupe, nous forts. Nous forts parce que nous, c'est un petit grain de sable par rapport au globe, mais nous avons tellement de monde qui fort et qui est compétent et qui est intéressant, tellement jeunes monde qui a fait des bêtises, jeunes qui, à l'époque, tu as dit un petit proverbe, un petit adage, tu as dit jeune vieille matrité. Mais là, il faut reconnaître que la Guadeloupe qui a produit un lot intéressant. Et c'est en ce sens-là ça que nous avons deux après-midi là, Laure Tarrer, qui écrit un recueil. Le recueil là, ça c'est les poèmes de Laure. Bonsoir Laure et bienvenue à Canal 10. Qui nouvelle Laure? Bonsoir à tout le monde. En Caquimbé. Et non, un recueil là, c'est Au bord de l'âme. Nous nions en premier titre, c'est les recueils, enfin le poème de Laure et autres récits, mais non à même, c'est Au bord de l'âme. Alors, en fait, Laure, vous faites à Pointe-à-Pitre, Laure est à Pointe-à-Pitre, hein, il y a quelques années. Donc, comme elle disait, j'ai passé plusieurs années en Martinique après l'obtention de son baccalauréat littéraire, puisqu'il professait des Français. Et donc, il fait des études de lettres modernes en Martinique. Et c'est là, en fait, qu'il commençait aussi carrière en tant que professeur français à un lycée privé. Et donc, depuis quelques années, mais Laure est venue en Guadeloupe naturellement après près de 27 ans. 29 ans. Ça 29 ans. En tout cas, au bout des ans, mais en fait, c'est même plus longtemps. Et c'est en ce sens-là ça que Laure, donc, décidé, à un moment donné, il faut rejoindre la CAI, quoi. C'est ça? Oui. Au bout d'un moment, je crois que j'avais vécu tout ce que j'avais à vivre. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, je me suis dit qu'il était temps de rentrer. Alors, évidemment, il y a eu des conjonctures, il y a eu le cœur, il y a eu aussi ma mère. Et pour tous ces éléments, je suis rentrée au pays et vraiment, je suis très, très heureuse d'être rentrée chez moi. C'est mon retour au pays natal. C'est mon cahier de retour au pays natal. Mais ça, nous attendons ça, retour au pays natal. C'était qui avait écrit ce... Aimé Césaire, cahier d'un retour au pays natal. Voilà. Absolument. Et il faut quand même aussi préciser que le lycée en question est une idée d'Aimé Césaire qui, comme tu l'expliquais, souhaitait donner une chance à des élèves pouvant être issus à des familles démunies, qui peuvent malhérer. Avec notre philosophe guadeloupéen, monsieur Henri Bernard. Oui. En fait, ils se sont inspirés de ce que Papa Yaya Gérard Lauriette avait produit, donc déjà comme école, comme manuel scolaire.
Et ils se sont dit, Aimé Césaire s'est dit, ce serait une très bonne chose que les timalérés, comme on dit, les personnes qui n'avaient pas véritablement les moyens à la fois financiers, mais aussi peut-être intellectuels, il fallait donner cette chance à toutes ces personnes des quartiers défavorisés de Fort-de-France. On appelle ça aujourd'hui les quartiers dits sensibles, tout autour des beaux quartiers. Donc je pense à la Trénelle, à Citron, à Volga, à Texaco, dont Patrick Chamoiseau parle dans son roman. Donc effectivement, cette école est née, ça s'appelle l'AMEP, l'Association martiniquaise d'éducation populaire, et qui a plus de 40 ans aujourd'hui. Et qui effectivement, alors maintenant, ce ne sont plus uniquement des enfants qui viennent donc de milieux défavorisés, puisque cette école a connu un tel succès de par sa façon d'encadrer les élèves, la façon dont les professeurs... Y avait-il une autre pédagogie qui était Absolument. adaptée? Oui. Alors, qui j'en s'atteignait? Alors, en fait, il y avait pas mal d'activités littéraires. Il y avait aussi un écrivain qui était très actif, c'était Guy Cabor-Masson. Donc, en fait, on permettait à ces élèves-là, autour d'ateliers, en mettant en avant aussi la langue créole, de pouvoir, donc, tout d'abord, essayer de regagner confiance en eux-mêmes. Parce qu'on s'est rendu compte que tous ces enfants-là, en réalité, ils n'avaient peut-être pas le même rythme que les autres, mais ça ne voulait pas dire que yo étaient des couillons, ça pas voulu dire que yo pas ni aïe en tête à yo. C'est juste qu'ils avaient besoin d'une autre pédagogie, une pédagogie qui partait davantage de ce qu'ils sont eux, de leur environnement immédiat. Et je crois que c'est ainsi que la MEP a fait sa réputation, qui n'est plus aujourd'hui à refaire. Aujourd'hui, les gens se battent pour inscrire leurs enfants donc à la MEP. Alors, tu disais dans ta démarche, tu es en fait une enseignante militante. C'est quoi, Absolument. C'est quoi ça? Expliquez-nous ça. Alors, pour moi, être enseignante militante ou être enseignante marronne, comme j'aime bien dire, c'est... Faut faire du créolisme. Voilà, c'est ça. C'est ne pas oublier qui on est. Qui suis-je? Je suis donc une Guadeloupéenne, quelqu'un qui est issu d'un passé complexe, peut-être pas compliqué, mais complexe. Et pendant longtemps, on a essayé de nous dire il faut oublier, il faut oublier. Non, non, je me dis que on ne peut pas oublier une histoire qui a été aussi traumatique ou traumatisante. Et je crois que justement, en regardant cette histoire, en l'apprivoisant, on arrive véritablement à savoir qui l'on est. Et quand on apprend à savoir qui l'on est, ça veut dire qu'on n'a pas honte. Ça veut dire que je ne considère pas, par exemple, nos auteurs comme des sous-auteurs. Je ne considère pas Ernest Pépin, Marie Scondé, Simone Schwarzbart, Gisèle Pineau et les autres. Je ne les considère pas comme des sous-auteurs. Alors que quand on a tendance à être complètement, enfin, en ayant le cerveau complètement phagocyté par l'Occident, on a toujours un sentiment d'infériorité. Et on se dit, ah ben oui, donc nous, c'est vrai qu'il y a des gens qui écrivent, mais les grands auteurs, ils sont occidentaux. Et moi, je dis non. Les grands auteurs, ils sont chez nous aussi. Aussi, tout à fait. Alors moi, dans ma démarche, je fais en sorte de faire connaître cette littérature caribéenne à mes élèves. Et j'aime à rappeler que ma première inspection, eh bien, quand l'inspectrice vient me voir de manière très originale à la fin de l'année, c'est-à-dire au mois de mai, je suis en train d'étudier Pluie et vent sur Télumé Miracle de Simone Schwarzbart. Elle assiste à ma séance de cours et à la fin, donc après, il y a un entretien avec l'inspectrice et elle me dit « Oui, mais Simone Schwarzbart, elle n'est pas canonisée, hein ? Il faudrait pouvoir faire étudier à vos élèves, donc c'est une classe de seconde, il faudrait faire étudier Phèdre, de Racine, etc. » Alors je lui ai dit « Nous sommes dans des pays où les jeunes lisent de moins en moins. Si jamais je veux assurément dégoûter quelqu'un de la lecture, c'est de lui mettre dans les mains comme première lecture Phèdre ou Andromaque. Je veux dire que le langage n'est pas du tout le langage auquel nos enfants sont habitués, mais c'est vraiment les dégoûter de la littérature. Je dis alors que quand on part de nos auteurs, les élèves peuvent s'identifier dans l'histoire racontée. Ils peuvent s'identifier aussi dans des lieux, ils peuvent s'identifier dans la langue, parce que, par exemple, Simone Schwarzbart aime bien, tout comme Ernest Pépin, utiliser l'oralité, donc on entend un petit peu la langue orale parlée, et je lui ai dit, regardez, vous avez bien vu que les élèves ont tous lu l'œuvre, parce qu'il n'existe pas la collection profil pour pouvoir aller chercher ou faire un copier-coller. Non, ça n'existe pas. Donc ça veut dire que les élèves lisent ça. Et quand elle revient 3 ans plus tard me voir,
Eh bien, je suis en train d'étudier Moi Tituba, sorcière de Salem. Elle me dit, vous le faites exprès? D'accord. Je lui dis non, justement, c'est ça être une enseignante militante. Évidemment que je fais les programmes officiels. C'est un cycle, un parcours. Mais je me dis que c'est notre littérature et il faut que les élèves la rencontrent. Il faut nous arrêter quoi dans nos ancêtres, les Gaulois. Absolument. Et puis se rapprocher un peu plus de notre réalité. Absolument. Et je me dis que c'est mon rôle. Comment ils vont rencontrer cette littérature si moi, en pas fait, yo découvert littérature? Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, il y a une chance, tu disais, j'ai eu la chance d'avoir rencontré dans ton parcours d'élève, en fait. Hein, oui. Pourquoi et puis, un enseignant que tu qualifies d'extraordinaire militant, Max Jeanne. Absolument. Max Jeanne, c'est non seulement un prof, mais c'est aussi un auteur, un poète et aussi un romancier. C'est quelqu'un qui nous a fait découvrir notre milieu caribéen. Par exemple, donc je l'ai eu en première, et il nous disait tous les lundis, lisez. Le lundi, on devait venir avec un livre que l'on avait lu et on devait donc faire le résumé devant la classe. Donc, il nous préparait déjà aussi à l'oral de français en même temps. Mais il nous a incités à découvrir la littérature caribéenne. Alors, c'est grâce à lui que je découvre Jorge Amado. Et quand je lis Bahia de tous les saints, c'est une révolution pour moi. Je ne connaissais donc le Brésil qu'à travers uniquement la samba et le carnaval de Rio, mais c'est tout. Et quand je rentre dans l'univers de Bahia, je découvre que nous avons une histoire commune de l'esclavage, etc. Quand je lis ce roman, j'ai l'impression de voir des quartiers un peu de chez nous et tout, à part peut-être la musique qui est différente, mais j'ai l'impression de me reconnaître. Il nous fait découvrir aussi donc Nicolas Guillen, il nous fait découvrir tous ces auteurs. Et je me dis, waouh, jusque-là, enfin si, j'ai quand même eu en cinquième un prof qui nous a fait étudier Pluie et Vent sur Télum et Miracle, c'était Monsieur Michel, au Collège du Rézé. Mais sinon, ma grande découverte, mon grand, choc... Ce déclic, c'est avec Max Jeanne. Et quand effectivement, on a ce genre d'enseignant passionné, qui écrit lui-même et qui nous dit, allez, vous êtes des Guadeloupéens, et qui nous fait découvrir Sonny Rupert, qui nous dit être Guadeloupéen, ce n'est pas être un sous-homme. Être Guadeloupéen, c'est un homme entier avec tous les apports qui nous constituent. Et donc là, j'ai eu le sentiment ce jour-là d'être redressée, de me dire, ouais, en son monde, qu'on tout le monde... J'existe. Absolument. Et tu devras continuer à faire exister aussi tes semblables. Absolument. Alors, il y a aussi, tu disais, petite, ça t'arrivait souvent d'écrire ce que tu ressentais ou alors ça t'était observé. Oui. C'était déjà une direction, quelque chose qui se prêtait à l'horizon pour toi. Oui. Alors, en fait, j'ai toujours aimé écrire comme ça. J'ai toujours eu un petit papier sur lequel j'écrivais des choses, notamment en classe. Alors, parfois, ça faisait dire de moi que j'étais une rêveuse. Non, je n'étais pas du tout une rêveuse. Simplement... quand j'entendais le prof parler, il y a des choses qui me venaient à l'esprit. Et je me rappelle une fois, un professeur a cru que j'étais totalement distraite. Et il me dit, Mademoiselle Tarère, lisez le passage sur lequel nous sommes en train de travailler. Et en fait, j'étais pile poil, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais cette possibilité, cette capacité d'écrire, d'observer mon environnement, de faire des commentaires un petit peu par rapport à ce que l'enseignant disait, tout en étant très attentive à ce qui se passait. Donc oui, j'écrivais, pareil, quand j'allais à l'église. Donc j'ai fréquenté pendant un certain temps des églises protestantes, enfin ce qu'on appelle ici les églises évangéliques. Et il m'arrivait donc d'écrire ou de faire des commentaires par rapport à ce que le pasteur disait. Et je le voyais après et je lui disais, j'ai pas été d'accord avec ça parce que... Et je développais mon argumentaire. Donc oui, j'ai toujours eu comme ça donc, une feuille ou des cahiers que j'ai sans doute perdus, hélas, sur lesquels j'écrivais ce que je pensais, ce que j'observais et ce que je ressentais aussi. Oui, puisque tu disais, à un moment, tu avais souvent de nombreuses réflexions sur la vie, le sens des choses, aussi les incohérences des uns et des autres, comme je disais. Alors, mais ça te portait préjudice ou pas? Oui. Oui, parce qu'en fait, on connaît l'éducation. Quand on est jeune, on doit rester à notre place. Et en fait, par contre, j'ai une tante, Georges Tarère, qui, elle, m'a au contraire toujours poussée à dire ce que je pensais, à exprimer mes ressentis, à ne pas avoir honte
d'être différente. Alors c'est vrai que très souvent, on veut que les gens soient dans des moules. Alors quand tu es une fille, il faut que tu sois d'une certaine manière. Il ne faut pas parler créole, il faut être lisse, il ne faut pas faire de vagues. Et moi, au contraire, je pense que j'étais un peu rebelle, c'est-à-dire que je disais ce que je pensais, je m'exprimais, j'argumentais. Et parfois, ça pouvait passer pour de l'arrogance, de l'insolence, voire de l'arrogance. Et c'est vrai que pendant quelques années, à un certain moment, quand on devient adolescent et post-adolescent, on se dit « ouais, mais j'ai l'impression que ça me porte préjudice ». Donc j'ai essayé de me conformer, mais je n'ai pas réussi, hein, parce que c'est pas moi. Donc oui, j'ai toujours dit ce que je pensais, et peut-être pas toujours comme je le pensais, mais en tout cas, j'ai essayé de dire ce que je pensais. Mais en tout état de cause, comme tu disais, en un mot, l'humain et sa complexité, donc fragile et forte à la fois. Donc c'était un peu ce trait de caractère. Absolument. Comment j'aurais pu qualifier ça? Là, par exemple, ici, il y aura des gens qui me Timna, ça mauvais, etc. Tout simplement parce que tu as toujours revendiqué Oui. Une certaine vision d'un trait de caractère. Absolument. J'ai toujours été comme ça, et je me dis que c'est vrai que dans nos sociétés, quand on est une femme comme ça, c'est pas forcément évident, parce que je veux dire que, par exemple, aux yeux de la gente masculine, on passe pour quelqu'un qu'on ne pourra pas maîtriser. Mais d'ailleurs, je me dis, mais pourquoi voulez-vous maîtriser quelqu'un? C'est quoi cette histoire? Et puis, aussi, dans certains milieux, eh bien, ça passe pour vraiment de l'arrogance. Et ça, j'en ai souffert. Quand tu dis que j'ai laissé tomber tout ça... Oui, c'est-à-dire qu'à un certain moment, je me suis dit... On démissionne? On a envie de démissionner? Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis dit, mais j'ai l'impression que ça me ferme un peu des portes de pouvoir dire ce que j'ai à dire, de pouvoir exprimer mes pensées, de dire « Ah non, je ne suis pas d'accord ». J'avais le sentiment, en tout cas, que ça me freinait un peu. Que ça générait des tensions dès lors qu'on me voyait arriver, ou etc. On me dit, oh là là, celle-là, elle a toujours un truc à dire, elle a toujours un truc à rajouter. Donc au bout d'un moment, j'ai essayé de me taire. Mais au moins celle-là, elle existe lorsqu'elle s'exprime. Oui, c'est clair. Mais je veux dire que c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, bon, dans cette société, les femmes ont pris un autre, le pouvoir davantage, etc. Mais ce que je raconte là date d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années. Et c'est vrai que ça n'était pas du tout aisé, spontanément comme ça, d'arriver. Par exemple, comme je m'intéresse à beaucoup de choses, d'avoir toujours le mot à dire ah ben non, tiens, on dit bah, toi tu t'intéresses à tout, mais c'est pas possible. Mais tu fais quoi de ta vie? Tu passes ton temps dans les livres? Et c'est vrai que j'aime beaucoup lire, et je me dis que c'est comme ça aussi que je m'enrichis, quoi. Et donc, ce qui fait que j'ai développé peut-être un regard sur les choses, donc aussi une analyse. Et bon, on m'a dit, de temps en temps, il vaudrait mieux que tu ne la ramènes pas trop. Voilà. Alors, depuis ton retour en Guadeloupe, depuis 7 ans, oui. Au retour de ton pays natal, comment ça se passe pour toi? Alors, au début, c'était... Je n'avais plus... Alors, c'est vrai que j'avais toujours une base d'amis, parce que je rentrais quand même pour les vacances, hein. Mais la Guadeloupe que j'avais quittée il y a 29 ans n'était plus la même. C'est une chose de venir en vacances, et c'est une chose d'y vivre. C'est pas du tout pareil. Donc effectivement, au départ, prends qu'à dans ce pays-là, c'était engeant, mais j'ai pris le temps d'observer. Je voulais m'engager aussi dans des associations. Je voulais apporter ma contribution aussi à mon pays. Je ne voulais pas, parce que bon, en Martinique, j'avais quand même fait pas mal de choses, notamment au niveau donc professionnel. Avec les élèves, j'ai monté des ateliers théâtre, des ateliers d'écriture. Dans mon ancien établissement, on a même créé un journal, etc. Et donc, j'avais envie aussi, dans les établissements où j'enseignais, de pouvoir porter cela. Bon, quand on arrive, quand on est fraîchement débarqué, ce n'est pas forcément évident. J'ai pris le temps, j'ai pris la température, mais comme je suis quelqu'un qui aime, enfin je veux dire, je suis quelqu'un, j'aime les projets, j'aime que ça bouge et tout, donc j'ai continué, et bien manifestement, ça s'est plutôt bien passé avec mes chefs d'établissement, jusqu'à maintenant. Bien, alors, entre-temps est arrivé ce recueil, hein, les poèmes de l'or et autres récits, hein.
et qui s'intitule Le bord de l'âme. Donc, nous allons revenir tout de suite avec toi, Laure. Juste une petite pause publicitaire, puisque aussi il y a quelques directs qui se font à l'extérieur et en règle générale, le direct Prime, bien que nous sommes en direct aussi en studio, mais bon, voilà. Alors, on repart du côté de la technique et puis nous revenons dans un petit moment avec Laure Tarère, on met à manioc. Retiens ça. Voilà, musique, art et culture. Ma canal, ces émissions Azote, c'est pour vous, hein, cette émission. C'est pour permettre à tout un chacun eh bien, de parler un petit peu de ses œuvres, de Sayou Café, etc. Les écrivains, les poètes, les plasticiens, bien, c'est comme chaque semaine, chaque dimanche après-midi, sur cette antenne, avec Canal 10, eh bien, nous allons recevoir des artistes. Mais je constate sincèrement que nous avons le monde fort pays là. Et plus on dit ça, certains me disent, mais ouais, malin, quoi dire le monde fort. Oui, c'est vrai. Hein? Après-midi là, nous avons l'autre, on met à manioc. Donc, l'autre, qui est dans la première partie de l'émission, nous avons parlé un peu de ton profil, de ton parcours, mais bon, le parcours continue, puisque rien ne s'arrête. Absolument. Et je disais donc les poèmes de Laure, Au bord de l'âme. Alors, c'est premier recueil là, alors? Oui, tout à fait. Premier recueil là. Alors, premier là. Déjà, attends une seconde. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'écriture? Quand tu as dit, t'allais là, en kamaké des pieds en tout petit. Mais peut-être que quand j'ai découvert, toujours avec Max Jeanne, des poètes, que ce soit ici ou ailleurs, et il y a un poète que j'ai rencontré en première, il n'est pas antillais, c'est Baudelaire. Et j'ai été donc touchée par l'écriture de Baudelaire parce que je la trouvais torturée, mais aussi parce que je trouvais qu'il osait, vu son époque, parler de choses banales, mais qu'il réussissait à rendre magnifiques, comme une charogne. Missier fait un poème en la charogne. Enfin, franchement, une charogne, c'est horrible, c'est un animal en décomposition, et pourtant, dans la manière dont il en parle, c'est extraordinaire. Donc, et puis je me suis dit, depuis 2013, j'ai commencé véritablement à partager de temps en temps sur Facebook mes ressentis, mes émotions, mes réflexions. Alors, j'ai commencé en 2009, parce que j'ai vécu le 2009 en Martinique. Hein. J'étais dans les rues tous les jours, etc. Et j'avais commencé aussi à écrire des choses là-dessus. Mais je ne les ai pas mises, ces choses-là, dans ce recueil-là. Peut-être pour une autre fois. Oui, mais c'est vrai que début. Voilà, mais c'est vrai que j'ai commencé à c'est comme si ça débordait et il fallait que je... Alors au départ c'était juste chez moi et puis de temps en temps j'ai osé comme ça mettre un ou deux sur les réseaux sociaux et mes amis m'ont dit mais Laure tu devrais en faire quelque chose. Mais enfin ça m'a quand même pris 7 ans parce qu'au départ je me suis dit bon qui m'en y est, enfin je veux dire voilà. Et puis finalement j'ai décidé de sauter le pas, mais c'est vrai que j'ai eu envie de dire ce que j'avais observé, ce que j'avais pu ressentir, ce que j'avais pu éprouver par rapport, pas simplement à moi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était autobiographique. Non, pas forcément, mais j'écoute aussi soit mes amis ou soit des gens, ou parfois quand je fais défiler mon fil d'actu sur les réseaux sociaux, quand je vois ce que les gens disent, écrivent, ce qu'ils partagent, tout ça, ça a nourri ma réflexion et mon écriture. Alors, en fait, ce goût de l'écriture, c'est plusieurs années. Absolument. C'est beaucoup de choses et beaucoup de rencontres qui t'ont permis de... Voilà. Oui, alors aussi en Martinique, j'allais beaucoup écouter des auteurs comme Xavier Orville. J'avais donc mon meilleur ami qui est prof de philo et qui m'a fait découvrir des gens comme Moncho Hachi, Xavier Orville et tout, que j'allais écouter. Roger Thompson, qui a été mon professeur à la fac. J'ai eu comme ça la chance de côtoyer des gens comme cela. Et je me rappelle, déjà en première, Max Jeanne m'avait dit « Mais Laure, il faut que tu écrives ». Oh, moi je me suis dit, c'est parce qu'il est gentil le prof. Mais il m'a dit non, écris. Et quelques années après, je l'ai rencontré en Martinique, Max Jeanne, qui était venu présenter un recueil.
Et à la fin, donc je vais vers lui, mais ça faisait déjà quelques années, je lui dis, je ne sais pas si vous me reconnaissez. Il me fait, tu rigoles, Laure. Et là, je me suis dit, waouh. Et il me dit, et alors, t'en es où de ton recueil? Ah, j'ai dit, ben non, je suis prof, j'ai pas le temps. Il m'a dit, ah ça, c'est dommage. Et donc, je me suis dit, forte de toutes ces réflexions-là, toutes ces choses que je gardais là, parce que j'écris tout le temps, je me suis dit, peut-être que je vais en faire quelque chose. Mais ça m'a pris 7 ans quand même. Oui, mais ça prend son temps. Voilà, Hein. exactement. Mais alors, pourquoi l'enseignante, pourquoi tu choisis le privé, en fait? Alors, au départ, ça a été, je pense, un hasard, parce que mon premier poste en Martinique devait être au collège de Basse-Pointe. Et le jour où je devais prendre mes fonctions, j'ai eu la rubéole. Ah, ben ouais. Voilà, donc entre-temps, ils ont trouvé quelqu'un d'autre. J'ai fait de la formation pour adultes. Et un jour, on m'a dit qu'on cherchait un formateur. Et finalement, je suis rentrée en tant qu'enseignante dans le circuit normal. Voilà comment je me suis retrouvée. Mais c'était très bien parce que cet établissement correspondait à mon état d'esprit. Et finalement, une fois que l'on est dans le privé, même quand on passe le concours, etc., on reste dans le privé sous contrat. Donc je suis ici aussi dans le privé sous contrat catholique. Bien, en fait, ça c'était pour la petite... porter une petite précision, puisque... quelquefois, il y a des gens qui veulent aussi, qui cherchent des profs pour pouvoir enseigner, donner des cours, etc. Tu fais ça? Oui. Ça t'arrive de faire? Tu donnes des cours aussi? Oui. Je donne des cours depuis très longtemps et encore là, mes élèves en cours particulier ont été très heureux de leurs notes. Non, je suis passionnée par mon métier d'enseignante. Oui, bien sûr. Vraiment. C'est pas, je fais pas ça pour l'alimentaire, je fais pas ça 25 ans plus tard. Oui, non, j'aime les gens. Je me dis qu'on peut pas faire ce métier-là si on n'aime pas les gens, si on déteste le genre humain, on peut pas devenir prof, parce que notre matériau, c'est ça, tous les jours. Non, j'aime beaucoup les gens et je suis heureuse de voir comment les élèves évoluent. On les rencontre en septembre et en juin, ce sont des personnes différentes. Moi, je trouve ça, waouh, c'est génial, quoi. Et je me dis qu'il faut vraiment, en tant qu'enseignante, en tant que personne consciente, engagée, on a vraiment toute notre place. Et en fait, c'est dommage que les gens n'aient pas compris, que l'État n'a pas compris que quand on veut d'une société forte, cohérente, il faut véritablement mettre les moyens là. Parce que les hommes et les femmes et les hommes de demain, s'ils ont mal été formés, s'ils ont mal été encadrés, c'est la catastrophe. La cata. Tu pourras donner à la fin de l'émission tes contacts au cas si... Oui, bien sûr, absolument. Certaines personnes souhaitent tout à fait. Te contacter pour donner des cours de français, de littérature, en fait. Absolument. D'accord. Ça, on le fera, on ne doit pas l'oublier. Alors, je reviens à ce recueil, les poèmes de Laure. C'est un jeu de mots, Laure, L''O', Laure, et bon, parce que c'est Laure Tarrer, le prénom c'est Laure. C'est Laure, tout à fait. Alors en fait, c'est une petite anecdote, je vais dire un peu sentimentale. Il y a quelques années, donc, j'ai eu un très beau poème dédié, écrit par quelqu'un qui sans doute m'appréciait beaucoup, et il avait intitulé ce poème Pour tout l'or du monde. L''O'. Et très souvent, jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est de très bons amis, chaque fois qu'il doit m'écrire, il n'écrit jamais L''A', c'est toujours L''O'. Et j'ai eu aussi un très bon ami qui m'a aussi encouragée véritablement à publier. Et lui aussi, quand il m'envoyait des messages, c'était toujours... Bonjour Laure, L''O'. Donc du coup, je me suis dit, petit clin d'œil à ces personnes que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et qui sont des amis. Donc j'ai repris la manière dont ils m'appellent. Voilà. Super. Concernant donc le créole, voilà ma petite question. Qui place au cabas créole là dans tout texte que vous avez écrit? Alors. Parce que, regardez, Adam, on voit pas mal de textes en français, à part une ou deux en créole. Oui, voilà. C'est volontaire ou pas? Alors, moi, je me dis... Est-ce qu'on est aussi des textes en créole, ou alors on va penser faire d'autres recueils
en langue créole? Alors, ni en monde qui posait moi question là, ça. C'est Missier Donval. Jean-Claude Dongal, pardon. Dongal. Dongal. Ouais. Alors, moi, je me dis que on est guadeloupéen et on a 2, voire 3 langues, ou 4, ça dépend des gens. Mais mon français à moi, c'est pas le français de la France. Mon français à moi, c'est mon français Guadeloupe. Et d'ailleurs, quand tu lis certains textes, tu retrouves le rythme manienouillé, jeannouillé. Donc pour moi, écrire en créole, même si en apprendre le créole là à l'université avec ici Jean Bernabé, m'en apprendre Mackay, mais je me dis que il y a des gens qui ont véritablement cette maîtrise du créole. Je préfère faire quelque chose où je suis plus à l'aise plutôt que de faire en bitin et bitin là vous voyez ça en qu'à dire ni des moules les yoka maqué créole là ou qu'à sentir que yon ni la maîtrise de ça yoka maqué là. Oui. En pot ni maîtrise là ça. Peut-être on joue en cas maqué en créole. Man ka maqué créole. Les man ka écrit en mis en moins man ka dit yo man ça maqué créole là mais écrit en poème ça en créole en cas estimé moins peut-être que je me sous-estime mais man ka estimé que je de là en pot ni niveau là ça. Alors en question ça revient moi à l'idée tout de suite. Là on a écrit en poème ou qu'a pensé en français ou qu'a pensé en créole. Parce que je ne parler des sentimentales là, je ne parler des personnalités, des profondeurs à ça que vous exprimé, ça que vous y donc, est-ce que vous pensez en créole ou en français, là, vous créer un poème? Ou alors les deux, pas ça. En fait, les mots viennent. Ces mots-là qu'a venu comme ça. Très souvent vers 2h, 3h du matin, c'est souvent à cette heure-là que j'écris, très souvent. Les mots viennent comme ça, c'est-à-dire que je suis couchée et puis ni des mots qui a choqué comme ça en tête en moi, en cas maquillot. Et après ça, en cas essayer de mettre ça en forme. Donc, spontanément, ce sont des mots en français. Mais comme je dis, mon français n'est pas celui de la France, mon français n'est pas celui de Paris. La preuve en est, j'ai une donc, copine... pourquoi penser créole quand même alors? Oui, en cas penser créole, en son guadeloupéen, univers en moins. C'est un univers qui est mélangé, mais c'est en français en mode Guadeloupe, c'est pas en français en mode français. Par exemple, lorsque je dis dans un des textes tous mes bigidis d'hier, un Français ne peut pas comprendre ça, hein, mes bigidis d'hier. D'ailleurs, j'ai une copine, certes, elle a des parents entiers, mais elle n'a aucun contact véritable avec. Elle m'a dit, j'ai acheté ton livre, mais j'ai pas compris, c'est quoi bigidi? Alors, c'est vrai que j'aurais pu faire des explications en bas. Bon, je ne l'ai pas fait. Léna Blou fait le bigidi. Voilà. Et justement, en aimer Molassa parce qu'il a signifié tout ça nouillé en tant qu'être humain. Même si on essaie d'être quand même des gens à la verticale, des gens cohérents, mais notre cohérence, elle vient de tous nos bigidis. Et ça, ce mot-là, c'est l'univers créole, quoi. Et je ne pouvais pas dire ça autrement que de dire mes bigidis. Oui, parce que normalement, il y a quasi au bigidi, là, on manquait tombé. Exactement, tout à fait. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, je pense les deux, en fait. Dans ma tête, c'est les deux. Pour moi, il n'y a pas d'antagonisme, il n'y a pas... Et c'est pas parce que je n'ai pas eu de texte en créole du début jusqu'à la fin que ce n'est pas du créole, que je ne pense pas créole. Alors à quel moment de prendre le livre à la page 69 et nous lisons un petit poème là, tu demandé si c'est possible qu'il y ait au Liban, nous. Parce que... alors, il a fait 69. Note black. Voilà. Note black. Je ne suis pas black, ni brown. Je suis noir. 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 Pas d'euphémisme condescendant, pas d'effroi couvert par un anglicisme faussement fraternel. Noir. 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 Pas de crainte, le prononcé ne colorera ni ne transformera en bois d'ébène. Noir, noir, noir. Pas d'interrogation métaphysique ni de calcul colloïdaux sur ma mélanine. Noir, noir, noir. Pas d'aphorisme, les blacks sont virils, ou encore les blacks ont le rythme dans la peau. Noir, noir, noir. Pas de suspicion ni de supputation quant à mes connexions neuronales. Noir, noir,
noir. Pas d'exclamation dithyrambique lorsqu'une personne de couleur noire crée, excelle dans des domaines qui semblent être l'apanage des leucodermes. Noir, noir, noir. Ma carnation ne réduit pas mon humanité. Ma carnation n'appelle pas une forme d'infantilisation. Ma carnation n'est ni un obstacle, ni un sauf-conduit. Ma carnation est l'expression de la richesse de la génétique qui refuse un monde monolithique. Alors voilà, poème là, ça, pourquoi amender des lignes? Parce qu'il y a une question aussi qui est arrivée tout de suite. Je vais demander l'autre après-midi là. Qui posture politique chaos et qui vision qui on est de la Guadeloupe politiquement parlant aujourd'hui là? Oups. Alors moi, je suis pour une Guadeloupe qui se prend en main, qui se prend en charge. Je suis pour une Guadeloupe debout. Je suis pour que... alors comment je vais dire cela? C'est vrai que nous avons une histoire qui est lourde et qui jusqu'à aujourd'hui a des conséquences et des séquelles sur notre manière d'être. Mais moi, je me dis que cette histoire, je tiens absolument à ce qu'on l'enseigne. Donc, à travers la littérature, c'est pour moi le moyen aussi de transmettre notre histoire à nos élèves. Mais je me dis qu'il faut aussi cesser de croire qu'on a besoin de la validation des autres pour pouvoir exister, et singulièrement de la validation donc, d'une mère patrie. Je ne m'inscris absolument pas dans ce type de registre. Je crois au contraire que maintenant, nous avons été enfants, nous avons été adolescents, nous sommes aujourd'hui des adultes qui sont capables de se prendre en main. Et je crois que tu auras compris donc la subtilité de mon message. Je crois véritablement à une Guadeloupe debout, et c'est la raison pour laquelle nous sommes de plus en plus nombreux à être debout et à travailler pour que cette Guadeloupe continue à exceller et continue à se prendre en main. Alors c'est pour ça qu'on écrit ici la colonisation aboutie. Nous l'explication, si poème là ça, mais ok, ni peut-être aussi Ali, ou alors qu'Ali avant, et à la ritournelle, nous qui essayons des quartiers Kayada. Colonisation aboutie. Le processus de colonisation à la française a réussi. Je dirais même qu'il tutoie la perfection. Je pèse mes mots. Et les mots. Discours générique méprisant sur soi et sur ceux qui nous ressemblent. Nègre ni malédiction, nègre c'est dernier race après crapaud, complot à nègre c'est complot à chien, nègre ni mauvais manière. La couleur comme obsession quand elle se rapproche de celle du colonisateur. Il faut sortir à tout prix de l'ombre, des ténèbres à tout prix, gommer, diluer, éradiquer ce qui est le symbole de la malédiction de Cam, et qui ne s'efface pas en dépit des litres de javel dilués dans un bain de jouvence éclaircissant. Un florilège de mots doux accompagne l'heureux, zélu, au teint clarté lumière. Y sauver, on belle typo la peau dorée, on belle tichabine. Et si ce n'était que cela? Mais le processus de reniement va plus loin. Les cheveux, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos cheveux pauvres pécheurs. Crie l'âme maltraitance d'un cheveu qui n'a pas fait exprès, mais que l'on accuse de tous les crimes. La sentence est sans appel. Défrisage, peu importe l'âge. Défrisage pour un défissage à la beauté. Ça te brûle le produit sur la tête? Pas grave, tu seras tellement belle. Tu vas ressembler aux filles de Lourdes réelles, parce que tu le vaux mieux. Et puis, il faut parler français. Oui, oui, français. C'est parle que je parle français, parce que le créole, là, ça va me faire déparler français. Quand tu passes à la télé, quand tu parles sur les ondes et que je ferme les yeux, je veux entendre et m'imaginer un masque blanc. Un parfait masque blanc lisse qui est sorti des ténèbres et qui montre sa reconnaissance agenouillée au système bienfaiteur qui l'a fait naître. Le processus de colonisation à la française frôle la perfection. Mais nombreux sont ceux qui étouffent sous le masque blanc lisse. Et l'on voit arriver des hordes de visages qui apprennent à aimer ce qu'ils découvrent dans le miroir. Ils sont animés d'une foi flamme qui, même vacillante, ne pourra pas s'éteindre. Alors, là, on a commencé des gens qui ont devant la télévision, qui ont applaudi et écrit là ça.
Et tout c'est comme ça, tout naturellement, on voulait poser aux questions là, ça. En quel état d'esprit vous avez écrit ça? Et bien évidemment, qui fait que vous arrivez à, en dit ça comme ça, à prendre un texte comme ça? Alors, je regarde la date. Peut-être, oui. Pendant donc l'an dernier, nous étions en confinement, déconfinement, reconfinement, bref. Et il y avait aussi les événements, toutes les statues qui étaient déboulonnées. Donc, puisque j'ai passé plusieurs années, de très longues années en Martinique, j'ai beaucoup d'amis là-bas et je suivais à travers les réseaux sociaux le mouvement RVN, Rouge, Vert, Noir. Je suivais et j'écoutais donc tous ces jeunes gens qui avaient déboulonné la statue de Joséphine, etc. Et j'écoutais et je regardais aussi les réactions des gens sur les réseaux sociaux. Et je voyais effectivement les attaques qui étaient faites à cette jeunesse. On pouvait être d'accord ou ne pas être d'accord, c'est pas ça le problème. Mais c'est la manière dont les gens attaquaient donc toutes ces personnes, attaquaient donc l'histoire elle-même. Et donc je me suis rendu compte à travers les propos des uns et des autres que finalement ce processus-là de colonisation, il a été vraiment ancré très fortement dans nos têtes. Donc en fait, comme j'avais expliqué à quelqu'un qui n'avait peut-être pas compris le texte, il est très ironique. Quand je dis que colonisation aboutit, le processus de colonisation à la française a réussi, je suis ironique, je suis très caustique quand je dis cela. Mais je montre effectivement à travers ce texte que beaucoup de nos réactions, par exemple, je ne sais pas, j'entends même des personnes qui sont censées être des gens qui revendiquent l'acceptation de qui nous sommes et tout, mais qui disent oh là là, fout-il-noué, qu'on l'ennuie, etc. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on ait encore aujourd'hui ce type de propos? Ou alors, quand on voit quelqu'un clair de peau, on dit, ah là là, ils sont belle moon. Je dis, pourquoi? Parce que la personne est claire, parce qu'elle a des cheveux, ça fait d'elle quelqu'un de forcément beau. Et je me dis que je suis en train, moi je le fais avec mes élèves, je suis en train de faire en sorte qu'ils comprennent que la beauté, on a été tellement occidentalisé dans nos critères. Et ça se voit dans la pub. Même aujourd'hui, encore aujourd'hui en Guadeloupe, quand on regarde nos pubs locales, on prend souvent encore des métisses. Il est très rare de voir des filles très foncées de peau parce qu'on a du mal. Par exemple, une phrase qui me choque, j'ai une amie qui est guadeloupéenne mais qui vit en Martinique, très belle fille. Toute sa vie jusqu'à aujourd'hui, elle entend « T'es belle pour une noire, tu es noire, mais tu es belle ». C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, on associe noir foncé de peau à laid et clair de peau à beau. Moi, je me bats pour que les gens arrêtent de continuer à propager ce genre de choses. Alors, nous, ni des petits mots où tu as dit dans un poème là, là, où parler de complot annexe et complot à chien, tous ces adages-là, ça, en fait, oui. Toutes ces expressions-là, ça. Et ça arrive à discuter plusieurs fois avec certains mondes qui étaient mais c'est des propos que, en réalité, à la base, c'est les esclavagistes qui étaient qu'à parler comme ça et qui fait que certains grands arrière ou grands-parents, suite à l'abolition de l'esclavage, ils ont gardé ça à niveau parce qu'ils ont trouvé que qui est des nègres à faveur. Et donc, ils ont diffusé information là ça aïe avec pas kembe complot annexé complot à chien nèg contre nèg etc. Et en réalité en cas poser la question et en poser la question est-ce que en fait ou parmi les sentiments peut-être que ces courants là ça a existé toujours? Oui, ça existe toujours. Parce que ce sont des choses que malheureusement qui sont encore répétées. Moi, j'ai des élèves de seconde donc, qui ont entre 15 et 16 ans et je suis malheureuse d'entendre qu'ils répètent ça. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui ont 40, 50 ans, 30 ans qui disent ça, bon, c'est inquiétant, mais bon, mais qu'un gamin de 15 ans, 16 ans continue de dire ça, ça veut dire qu'il entend ça. Ça veut dire que cette chose-là se répète encore. Et moi, je me dis que si on ne prend pas, enfin si dans chaque famille on n'arrête pas de propager ce genre de choses, on risque pas de s'en sortir. Ces phrases-là ne vont pas disparaître d'un coup de baguette magique. C'est vraiment dans l'éducation. Et je reviens et je répète tout le temps, si on veut un changement sociétal, il faut véritablement que dans l'éducation,
on fasse et on dise les choses autrement. Moi, j'ai un gamin, j'ai un fils de 21 ans. Il est clair de peau avec des yeux marron-vert. Et depuis tout petit, on était en Martinique, on lui dit « Oh là là, il est beau ». Je lui ai dit « Tu sais, c'est pas parce que tu es clair et que tu as des yeux clairs. Hein. Ce qui va faire de toi quelqu'un de beau, c'est parce que tu seras respectueux, parce que tu vas développer ton intelligence, parce que tu vas développer donc des capacités intellectuelles. Le physique, demain tu peux avoir un accident ou peut-être dire ou peut défigurer. Donc se limiter à ça, c'est assurément se rendre très malheureux pour le futur. Mais peut-être qu'il n'y a pas une majorité de parents qui tiennent ce discours. Quand je vois aujourd'hui comment on hypersexualise beaucoup les petites filles en leur disant qu'elles sont belles, on a le droit de dire à son enfant qu'il est beau. Mais par exemple, celles qui sont claires de peau, on va leur dire vraiment, tu vois, tu seras une future Miss parce que tu as de beaux cheveux. Il faut arrêter avec ce discours-là. Avoir de beaux cheveux, c'est avoir des cheveux qui sont soignés, qu'ils soient crépus, frisés, lisses. Un beau cheveu est un cheveu soigné. C'est pas parce qu'il est lisse qu'il est beau. Parce qu'on peut avoir un cheveu lisse, mais qui est complètement cassé, fourchu, etc. Donc moi, par exemple, je le fais chez moi avec mon gamin, je le fais avec mes élèves, parce que j'entends une fois une élève, je lui dis, tu vas jouer tel rôle et tout. Elle me dit, ah non, moi, madame, je ne peux pas jouer ce rôle-là parce que je ne suis pas belle. Je lui dis, comment ça, tu n'es pas belle? Ah mais madame, je suis noire. Vous n'avez pas vu ma couleur, je suis noire, je ne peux pas jouer ce rôle-là. Ah oui, j'ai été malheureuse pour elle. Je lui ai dit, tu vas jouer ce rôle-là et tu es belle. Il faut que tu arrêtes de quoi. Elle me dit, oui, mais madame, mais regardez dans la classe, on ne me regarde pas. Le message aujourd'hui, à ce niveau-là, c'est toute Guadeloupéenne, comprendre bien un bitin qui est simple. Nous forts et nous belles. Absolument. Nous beaux, nous belles et nous forts. Quelle que soit notre couleur. C'est-à-dire, à pas couler un monde qui a défini beauté. Tout à fait, et exactement. C'est ça qu'on a dit là, aussi dans ce poème-là. Et par conséquent, il faut nous apprendre justement à respecter nous. Il faut nous arrêter de dire complot à c'est complot à chien. Mais moi, si on joue on dit complot à blanc, c'est complot à vieux chien, il faut dire moi qui t'as insulté. Ah oui, on va dire que tu... OK. Donc, il faut nous arrêter tomber dans le système à éducation là qu'il fait passer par rapport à les grandes familles et qui naturellement véhicule ça, mais ils véhicule ça dans le sens probablement là, ils peut-être pas te voulu descendre nous trop, mais ils te voulu faire nous peut-être prendre conscience, mais message là pas dans le bon sens là. Alors en fait, je pense que ils ont moi j'essaie de me mettre dans le contexte de l'époque. Imaginez des gens, l'abolition a eu lieu, ils essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Ils ont toujours eu, pendant des siècles, des gens qui les ont méprisés. Donc évidemment, ils ne pouvaient pas avoir une belle image d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'ils disaient cela. Mais aujourd'hui, il y a eu des études, il y a eu des écrits. Par exemple, il y a Mathieu Gama qui a écrit « Le jour où les Antilles feront peuple ». Je me dis que pour pouvoir faire peuple, nous devons continuer justement à nous estimer, à nous apprécier, à arrêter de nous méfier les uns les autres, mais surtout à apprendre à nous respecter. Pour moi, c'est ça le message, apprendre à nous respecter. Moi, je me dis que quand je travaille avec quelqu'un, je suis respectueuse de cette personne. Je vais valoriser ce que cette personne fait. Par exemple, sur les réseaux sociaux, je suis entourée de tas de gens qui écrivent. Je partage leurs textes. Je valorise leur travail. En tout état de cause, quand on dit régulièrement, nous presque arrivons à boutage dans Étienne, mais on voulait que justement, très rapidement, à la page 115 à recueil, où notre petit poème qui est regardé, qui est dans... continuité à tout ça nous dit, non, c'est le haut nouveau. Alors, si on peut prendre 1 minute juste pour déclamer nous, ben, ça qui est un bon bitin et nous qui peut-être finissons par ça et faire manœuvre, pas des manœuvres. Le renouveau, va, parcours le monde avec ta plume et écris-lui un scénario originel. Là, plus d'Adam tristement lâche et pleutre. Là, plus d'Ève manipulée et châtiée. Va, parcours le monde avec tes yeux, mets un collier de lucidité et contemple l'absurdité. Fais défiler les portraits des proscrits assermentés, crie-leur la barbarie qu'ils ont tissée sur une étoffe tendue, fragile. Va, parcours le monde avec tes mains et fabrique avec hardiesse des cœurs en liesse. Caresse les peaux asséchées par les violentes tempêtes. Façonne les corps dont la frénésie fantasque inaugure des destinées limpides. Va,
Parcours le monde avec ton cœur, aime d'un amour inextinguible les porteurs d'âmes esselées. Chante-leur, omnubilés, les paroles de soie d'or. Prodigue des rubans de tendresse qui recouvriront les hardes de détresse. Accomplis ta mission de tisserand de fils épars et rassemble dans de joyeuses agapes la nouvelle Ève et le nouvel Adam. Super. Alors, déjà, alors, en cas de merci les fêtes de Vina dans l'émission là, ma canal pour nous parler de parler de recueil là. C'est un recueil des poèmes de l'or. Alors, débuter quand vous dire rapidement. Oh là, nous pouvons trouver le recueil là, ça. Alors, on peut le trouver à la Librairie Générale, on peut le trouver à la FNAC, on peut le trouver aux boutiques de la presse de Jarry et de la Marina, et on peut aussi le trouver à la librairie Point Lire au Moule. Alors ça, c'est pour le recueil là. Par contre, pour les cours qu'on peut dispenser en tant que professeur de français, oui. Qui j'ai contacté? Alors, on peut me contacter sur mon adresse mail, lauretarer, tout attaché, @gmail.com. Alors, nous allons répéter. Laure, Laure, T-A-R-E-R. Tout ça collé. @gmail.com. N'hésitez pas, je vais recommencer à donner les cours à partir du mois d'août, dès le 1er août. Alors, en carré répété, parce que des fois, quand il y a des adresses mail qui passent tellement vite, nous ne pas attendre, Laure, tout ça, marqué ensemble attaché. Laure, T-A-R-E-R. Ensuite, c'est @gmail.com. Voilà. Alors, nous allons dire merci pour ce petit moment là, nous passons ensemble là. On va dire ça va vite. Oui, ça passe très vite. Et puis, à cas souhaité, continuer à écrire ces premiers recueils, oui. qui est ni d'autres, qui est peut-être des romans aussi. Oui, et pour ta émission à caractère ouvert, pas de problème. Merci beaucoup en tout cas. Merci de m'avoir reçu et j'ai passé un agréable moment. Ah oui, mais ça a pas. À Canal 10, tous ces moments-là, on peut passer là, doit être agréable. Et nous allons dire aussi à la direction de Canal 10, merci d'avoir accepté de faire pour ta émission là, ça a fait des jours l'année. Et puis c'est ma canal musique agriculture, nous allons recevoir plasticiens, écrivains, musiciens, tout ça qui est articulé autour de la culture, autour des artistes, etc. À Canal 10, merci de continuer à suivre l'émission là ça. Et puis, nous allons retrouver nous semaine prochaine, même antenne, 17h, 18h. Un petit mot, alors, peut-être pour la famille? Alors, en fait, je tiens à remercier ma famille, surtout, qui m'encourage systématiquement, mes amis aussi, qui se reconnaîtront. Et je vous dis, il faut aussi encourager tous ceux qui écrivent. Si on veut que la Guadeloupe continue d'avancer, il faut soutenir nos auteurs, nos musiciens, nos artistes de manière générale. Donc, voilà. C'est devant nous cailles. Alors, continuez ballon force là, autres qui toujours qu'à soutenir, qu'à supporter. Et puis, à la semaine prochaine, même antenne. Kembe fort, pas Molly, c'est Molly qui raide.